Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Paul-François Paoli. Bonjour monsieur. Bonjour. Paul-François Paoli, écrivain, journaliste et auteur de nombreux essais dont vous étiez déjà venu nous présenter plusieurs d'entre eux, notamment L'imposture du vivre ensemble ou encore Aux sources du malaise identitaire français, le dernier publié chez Jean-Cyril Godefroy. Le voici, Race, sexe, identité, la France en procès, à retrouver comme d'habitude sur la boutique de TV Liberté. Alors Paul-François Paoli, vous dites ceci, que les Français ont des droits sur la France, mais qu'est-ce que ça veut dire être français ? Écoutez, il me semble que je rappelle des évidences de sens commun. Tous les peuples ont des droits sur leur propre pays. C'est même la notion de base du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais il semble que ce soit plus difficile en France. C'est-à-dire que si vous dites simplement je suis français, donc j'ai des droits sur la France, eh bien c'est un point de vue qui sera complètement contesté par des gens qui affirment que le génie de la France, c'est le génie de l'universel et que donc la France est à tout le monde. Comme le disait d'ailleurs Madame Danielle Mitterrand, vous vous rappelez, elle avait eu cette formule extraordinaire, la France est à tout le monde. Ça ne viendrait... La France est un hôtel, voilà, disent en fait, certains. Alors la France est à tout le monde, c'est-à-dire vous ne pouvez pas imaginer qu'un dirigeant chinois, un homme politique chinois puisse dire cela de la Chine, un chef africain dire cela de son pays, un chef algérien ou marocain dire cela de sa propre nation, ou un russe, ou même un anglais. Donc nous avons cette idée en France que la France est le pays de l'universel. C'est une illusion. Et c'est d'autant plus une illusion qu'aujourd'hui, et c'est ce que je démontre dans mon livre, ce que je rappelle, je ne suis pas le seul à le dire, la question c'est pas d'un côté les universalistes, de l'autre les particularistes, c'est qu'il y a une guerre de représentation entre plusieurs conceptions de l'universel. Et ce que les gens, les universalistes républicains n'ont pas l'air toujours de comprendre, c'est que nous avons face à nous un universalisme radical qui est celui de l'islam, qui est un universalisme concurrent. Par conséquent, quand on dit la France est le pays de l'universel, on s'exprime très mal, on ne comprend pas le fond de la question. Le fond de la question, c'est est-ce que nous, Français, nous sommes aussi un peuple singulier, un peuple particulier? Qu'est-ce qui nous constitue en tant que Français? Et à quel titre avons-nous le droit de dire que nous avons des droits sur la France? Vous résumez votre propos ainsi, la France a succombé à deux principes qui se contredisent, la passion de la parité des cultures et la passion universelle. Oui, alors je pense qu'il y a une sorte de névrose historique qui habite la France et qui habite les élites françaises. Cette névrose historique, que je qualifie d'universaliste, elle a été parfaitement incarnée par quelqu'un comme Jacques Chirac, qui était à la fois un grand admirateur du sumo, un grand admirateur des arts orientaux, extrême-orientaux, un grand admirateur du bouddhisme, et en France, dès qu'il revenait à Paris, il redevenait le chantre des valeurs républicaines, évidemment universelles, sans s'apercevoir de la contradiction. Et la gauche et nos élites, depuis les années 80, ont poursuivi en même temps deux discours, c'était déjà là en même temps avant Macron. D'un côté, nous sommes le pays de l'universel, d'un côté, toutes les cultures se valent, nous sommes multiculturalistes, sans voir que c'est une énorme contradiction. Si nous sommes le pays de l'universel, c'est que ce qui fait la valeur de notre universalité a par définition une sorte de supériorité sur les autres cultures. Ce que jamais un Macron ne pourra dire, parce que si vous dites ça, vous mettez à dos l'Afrique, l'Asie et les 3/4 des pays du monde. Donc, c'est une question de cohérence et de logique. Je suis étonné que dans les débats politiques et idéologiques, on sollicite si peu la logique. Vous dites, nous devons être suprémacistes chez nous. Alors, suprématiste, c'est un peu de la provocation, oui, si vous voulez. Parce que suprémaciste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chez nous, en France et en Europe, c'est à nous, les Français et les Européens, et les Occidentaux, puisque les Occidentaux, quand je parle des Occidentaux, je parle en particulier des Européens de l'Ouest, c'est à nous de dire ce que doivent devenir nos sociétés. C'est à nous... de fixer le cadre. C'est à nous de fixer les normes culturelles. C'est ça que j'appelle suprématiste. Et donc, ça rentre en contradiction avec le multiculturalisme, un multiculturalisme qui est là emporté dans le monde anglo-saxon, qu'il a emporté en Angleterre, et vous voyez aujourd'hui les résultats dans un pays comme l'Angleterre, ou même dans un pays comme l'Écosse, où demain, eh bien, un musulman pourra tout à fait diriger des pays qui étaient hier dirigés par des chrétiens, des anglicans, des protestants, des catholiques. Votre préfacier, c'est le professeur Jean-Louis Harouel, que l'on a
eu l'occasion de recevoir à de nombreuses reprises sur notre plateau. Il liste toutes ces forces qui menacent la France de disparition, le déni de son identité, le wokisme, le droit de l'homisme, le féminisme ou encore l'antiracisme. D'où proviennent les racines de cette déconstruction de la société? Alors, ces racines proviennent d'une sorte de décomposition idéologique de la gauche qui a eu lieu dans les années 80. Jusque dans les années 70-80, la gauche était républicaine. Communistes, socialistes étaient des gens qui se situaient dans la filiation jacobine de la Révolution française. Georges Marchais était quelqu'un qui n'était pas du tout immigrationniste, il était anti-immigrationniste. Il avait fait des déclarations en 1980 sur le fait qu'il fallait arrêter l'immigration sous toutes ses formes. Il n'était pas féministe, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a été harcelé, attaqué par les féministes. Le grand dirigeant historique du Parti communiste français, qui s'appelait Jacques Duclos, qui était un chef historique du PCF, un jour a eu cette formule extraordinaire qui aujourd'hui le mènerait à la 17e chambre. Un jour, il a dit, avec son accent rocailleux, la classe ouvrière n'aime pas les PD. Il avait dit ça dans les années 70. Aujourd'hui, un homme politique qui dirait ça, il serait traîné par les LGBT devant la 17e chambre. Donc en fait, la sociologie du monde de la gauche a changé. Jusque dans les années 70, la gauche, il y avait encore le mouvement ouvrier qui habitait la gauche. La gauche était encore enracinée dans le mouvement ouvrier. Dans les années 80, il y a un changement de paradigme, comme disent les sociologues, il y a un changement de sociologie. Vous dites la nouvelle gauche s'est tournée vers ce que vous appelez le nouveau peuple élu, celui des minorités raciales, les femmes dominées et les homosexuels persécutés. Alors, tout ce que je écris là, c'est pas spécialement... C'est les nouveaux damnés de la Terre. Les nouveaux damnés de la Terre, c'est-à-dire que ce qui se passe dans les années 68, c'est que les étudiants, les petits bourgeois qui ont fait 68 se rendent compte que la classe ouvrière française n'est plus révolutionnaire. Elle n'est plus digne de l'espérance révolutionnaire que ces petits jeunes bourgeois et petits bourgeois avaient projeté sur elle. La classe ouvrière dans les années... Elle n'est pas bling-bling, quoi. Elle n'est pas du tout bling-bling. Les ouvriers de l'époque, même quand ils sont à la CGT, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir avoir une voiture, c'est pouvoir partir en vacances, c'est pouvoir avoir une vie, au fond, sans bourgeoiser, comme n'importe qui. Et ça va être un traumatisme pour l'extrême gauche révolutionnaire, qui est en grande partie étudiante et bourgeoise. Et du coup, ces gens-là vont vieillir et ils vont projeter leur désir de rupture sur les minorités. Alors les minorités dans les années 70-80, c'est l'immigration, ce sont les jeunes issus de l'immigration, ce sont les femmes qu'on va radicaliser à travers le féminisme et ce sont évidemment les minorités raciales. Et donc, il y a un véritable changement de paradigme qu'une officine comme Terra Nova va tout à fait théoriser. Quand on nous dit que le grand remplacement c'est un mythe et une fiction, il suffit de se rapporter à Terra Nova, qui est une officine de gauche du Parti socialiste, où ils disent clairement les ouvriers, les paysans, les classes populaires françaises, ils sont has-been. Les nouvelles classes, ce sont les jeunes plutôt de préférence les jeunes d'origine immigrée, les femmes jeunes et les minorités. Et les homosexuels. Donc, c'est-à-dire les dominés selon la phraséologie, la logomachie de Pierre Bourdieu. Tous les autres, ce sont des beaufs, ce sont de has-been, ce sont des petits bourgeois en puissance. Alors, je simplifie un peu, ouais. je caricature un peu, mais vous savez, je parle d'un film qui a beaucoup marqué en France, qui s'appelle L'Horloger de Saint-Paul, qui est un film de Bertrand Tavernier avec Jean Rochefort, à l'époque, en 74, c'est l'époque où la gauche est en train d'opérer une véritable mue sociologique. Dans ce film, on voit des ouvriers, et ces ouvriers, ils sont ringards, ils votent communistes, ils sont ringards, c'est la CGT. Donc, il y a une évolution sociétale qui se met en branle et qui va constituer la racine du wokisme. Parce que le wokisme a des racines anglo-saxonnes, des racines au niveau des universités américaines, mais elle a aussi des racines françaises. Et les racines françaises, c'est l'évolution sociétale, sociologique de la gauche. Et aux yeux de cette nouvelle gauche, dites-vous, le méchant, c'est le père de famille. Sauf s'il est, dites-vous, maghrébin ou africain. Il y a toute cette logorée insupportable sur le patriarcat qui s'est développée depuis quelques années, qui est une logorée fantastique, qui est une logomachie inouïe. On voit des enfants de la bourgeoisie parisienne qui votent pour Raphaël Glucksmann ou qui votent pour Mélenchon ou pour Macron nous expliquer qu'elles sont les victimes du patriarcat, alors qu'elles sont des petites bourgeoises plutôt choyées dans leur milieu où très souvent le père a disparu. Par contre, le patriarcat, où est-ce qu'il existe encore en puissance? Eh bien, il existe dans le monde turc, il existe dans le monde maghrébin, il existe dans le monde musulman. Et là, toutes ces petites bourgeoises... En fait, partout en dehors de l'Occident, quoi. En fait,
toutes ces petites bourgeoises qui en ont, comme contre le patriarcat, je pense à cette essayiste Mona Chollet, comment le patriarcat sabote nos relations amoureuses. Toutes ces petites bourgeoises en ont contre leur père ou ce qui aurait lieu, ou ceux qui auraient pu leur tenir lieu de père. Mais c'est un patriarcat fantasmagorique. Le vrai patriarcat, il existe dans certaines banlieues, il existe dans le monde turc, il existe dans le monde arabo-musulman, et c'est un patriarcat puissant et sévère. Je raconte cette anecdote parce que c'est incroyable que ça ait pas plus frappé les gens. Les Femen, quand elles font une démonstration, où vont-elles? Elles vont dans une église. Il ne leur viendrait pas à l'idée d'aller dans une mosquée, parce que là, elles seraient, à mon avis, très mal reçues. Donc vous voyez, l'aberration du wokisme, c'est qu'il y a une sorte de juxtaposition des minorités prétendument racialisées de gauche, qui s'en prennent à un patriarcat occidental totalement fantasmé, mais qui ne s'en prennent jamais à leurs propres alliés, islamophiles, qui considèrent que l'Occident blanc est le principal instigateur du malheur du monde et du mal sur la terre. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le mélenchonisme et la synthèse de tout ça. Mélenchon arrive à juxtaposer des ressentiments divers, donc des gens d'origine musulmanes ou maghrébines qui considèrent qu'ils sont victimes du racisme en France, et des jeunes qui sont plutôt féministes radicales, qui sont plutôt contre le monde blanc hétérosexuel, etc., et qui se juxtaposent les uns les autres, alors que les normes morales, les mœurs du monde musulman sont à l'inverse et sont l'opposé de la vision libertaire d'une certaine gauche. Donc quand on voit Raphaël Glucksmann s'allier avec Mélenchon ou avec Olivier Faure et le chef du parti communiste Fabien Roussel, il y a un côté complètement surréel. Et on n'y croit pas. Vous englobez d'ailleurs Paul-François Paoli, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Vous dites c'est les deux faces d'une même pièce. C'est les deux faces d'une névrose française. Alors d'un côté, pour Mélenchon, la France n'existe que d'avoir généré la Révolution française, sinon la France n'existe pas. Il n'y a pas de continuité historique, la monarchie n'a jamais existé. Les 40 rois qui ont fait la France, ça n'existe pas. Vous savez, les 40 rois... C'était l'obscurantisme en tout cas. C'est l'obscurantisme. Les 40 rois qui ont fait la France, c'est pas de Charles Maurras, c'est d'Édouard Herriot, qui était le chef du parti radical. Pour Mélenchon, la France n'existe que depuis la Convention et le Comité de salut public. Donc c'est un idéologue absolument... à mes yeux, qui est non seulement toxique, mais qui est presque dérangé sur un plan intellectuel. Quant à Macron, sa vision du monde, eh bien, c'est la post-France, c'est-à-dire c'est la post-nation. C'est un peu l'idée que la France, vous savez, c'est la formule de Victor Hugo que je cite en exergue de mon livre. La France a ceci d'admirable qu'elle est faite pour mourir. Mais elle va mourir comme le côté romantique, comme les dieux, elle va mourir par la transfiguration et la France deviendra l'Europe. C'est une formule de Victor Hugo en 1867 qui est au fond l'ADN de la pensée d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Alors vous abordez évidemment la question de l'antiracisme, Paul-François Paoli, et à ce titre vous dites la question taboue de la race est de retour. Oui, la question taboue de la race est de retour. Le paradoxe, c'est que ce sont les racialisés qui remettent cette question sur le plateau. En réalité, cette question est taboue depuis un certain nombre d'années, depuis les années 70, depuis les lois Pleven de 1973 qui incriminent toute notion de race, alors que la race comme le sexe, ça habite l'inconscient des gens, ça nous occupe, ça nous préoccupe. Ce que je rappelle dans mon livre, et là c'est un travail de généalogie, c'est un travail d'historien que j'ai fait, je rappelle que le mot de race, le terme de race, c'était un terme banal en France dans les années 60, 70, et que c'est pas du tout la Shoah, c'est pas du tout au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale que le terme de race a disparu. C'est dans les années 80, lorsque se met en place la machine idéologique de SOS Racisme. Mais en 1965, quand le général de Gaulle fait une conférence de presse sur le rétablissement des relations entre la France et la Chine, il parle de la race chinoise et ça passe comme une lettre à la poste. Je rappelle l'encyclique Brennan Sorge de l'Église catholique en 1937 contre le nazisme, très violente contre le racisme nazi et le paganisme nazi. L'Église catholique écrit noir sur blanc dans cette encyclique que les notions de race, d'ethnie et de communauté, de nation et de peuple sont des notions honorables. Et il est même question de la communauté ethnique allemande. Donc ces notions existaient dans le discours même de l'Église catholique il y a encore pas si longtemps, jusque dans les années 60. En fait, ce terme de race est devenu angoissant, est devenu inquiétant, parce que c'est vrai, d'une part, ce n'est pas un terme scientifique. Oui, vous dites c'est une filiation spirituelle et civilisationnelle. Alors, chez certains,
quand Péguy parle de la race française, il s'agit d'une filiation spirituelle. Quand le général de Gaulle, en 1940, parle dans ses discours de Londres du génie de notre race, ça n'a rien à voir avec la notion de race telle que l'emploie Hitler. C'est une notion d'affiliation spirituelle. La preuve que le nationalisme français, chez Barrès et chez Maurras, mais surtout chez Péguy, n'est pas d'essence raciste, c'est qu'on peut devenir français par l'acculturation. Et c'est évidemment la grande différence avec le racisme et le nationalisme biologique allemand. Alors les antiracistes, vous l'expliquez, sont passés maîtres dans l'art de créer des racistes imaginaires. Est-ce que, selon vous, pensez que la civilisation européenne est supérieure aux autres civilisations? C'est du racisme? Non, c'est pas du racisme du tout. En fait, Claude Lévi-Strauss, le grand anthropologue, a expliqué que toute civilisation se croit ou se sent à certains égards supérieure aux autres. Ça fait partie de l'ADN, de la croyance collective de toutes les civilisations. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de mépris sous-jacent? Non, pas forcément. Alors, ça peut, effectivement. Le mépris est une manifestation, effectivement, mais je crois que si on va au fond des choses, on peut considérer que ce qu'on peut appeler les cultures européennes ont eu une fécondité exceptionnelle, à la fois sur un plan technoscientifique, ça personne ne le conteste, artistique, mais aussi artistique, philosophique. Nous sommes la seule culture, la culture européenne, en particulier la culture allemande, à avoir généré autant de grands hommes sur le plan de la métaphysique. Sur le plan, il faut bien comprendre que la philosophie, la pensée n'est pas le propre de l'Europe ou de l'Occident, mais ce que nous avons en propre, ce que nous avons de plus singulier, c'est la philosophie. Et c'est la métaphysique. La philosophie de Platon à gréco-latine, et puis voilà. c'est une jambe, et la charité chrétienne, c'est la deuxième jambe. C'est autre chose, mais si vous voulez, il y a c'est les deux jambes de la civilisation européenne. Paul Valéry dit est européen celui qui a été civilisé par la mesure grecque, la notion romaine du droit et l'évangile. Donc, si vous voulez, Benoît XVI reprend dans son grand discours dans les années 2012, il reprend cette idée qui est au fond commune à beaucoup d'esprits, même qui ne sont pas catholiques, comme Paul Valéry, c'est-à-dire que ce qui fait que nous sommes des Européens, et pas seulement des Français, des Italiens, des Allemands et des Espagnols, c'est que nous avons connu 3 grandes influences: la Grèce platonicienne, la Grèce d'Aristote, Rome, la romanité, et l'Église catholique, disons le judéo-christianisme. Alors, cette notion de judéo-christianisme est évidemment très contestée et très complexe, mais les 3 prismes, les 3 matrices de notre civilisation... c'est la philosophie gréco-latine et la charité chrétienne. C'est la philosophie grecque, c'est l'ordre romain, la conception juridique, l'humanisme romain, on va dire, et la catholicité. Ce sont les 3 matrices de nos héritages. Après, il y a eu la Révolution française, il y a eu les Lumières, il y a eu tout ce que vous voulez. Et moi, je n'exclus aucune de ces tendances de notre héritage. Si la Révolution française a été, d'un point de vue religieux, antichrétienne, avec la décapitation de Louis XVI. La Révolution française a eu une dimension antichrétienne qui est déplorable, que nous avons à subir encore jusqu'à aujourd'hui, puisque les Mélenchon, les Bompard, tous ces personnages sont effectivement des gens, on a l'impression, qui sortent tout droit du comité de salut public. C'est Robespierre. Donc, voilà. Mais il faut se rappeler que Robespierre n'était pas antidéiste. Et Robespierre était contre l'extrême gauche de l'époque, athée, de Hébert et de ces gens-là. Et que Robespierre était un disciple de Rousseau. Et donc, il faut voir aussi que la Révolution française, elle est plurielle. Il n'y a pas simplement... Il ne faut pas l'enfermer uniquement dans un cadre anti-religieux. Anti-chrétien, en tout cas. Oui, elle a été antichrétienne, mais la Gironde, par exemple, n'était pas antichrétienne comme le comité de salut public. Donc il faut quand même avoir un peu de nuance sur la Révolution française. Malheureusement pour nous, il y a eu une veine antichrétienne violente dans la Révolution française qu'il n'y a pas eu dans la Révolution américaine. Alors vous allez sur la notion de nationalité. On constate depuis des années que l'État français réduit cette nationalité à une simple procédure où elle la donne, cette nationalité, à certaines personnes qui ne la réclament même pas. À quoi tout cela aboutit ?
Alors ça aboutit à une dissociation flagrante aujourd'hui entre le sentiment d'identité et la nationalité. La nationalité, c'est une inscription administrative. Ça vous donne des droits et aussi éventuellement des devoirs. Mais l'identité, je la définis l'identité comme ce qui est en nous vient de plus loin que nous. C'est-à-dire ce qui consciemment ou inconsciemment nous constitue sans que nous l'ayons décidé. Je suis corse, j'ai pas décidé d'être corse. C'est mon identité. Je suis français de culture, je suis un corse de culture française. J'ai pas décidé d'être français culturellement. Il se trouve que je suis bien dans la langue française et que j'aime la France, les terroirs français, les pays de France. Je trouve que c'est un très beau pays. On ne peut qu'être heureux, d'une certaine manière, d'être français. Comme Dieu en France. Voilà, la nationalité, c'est autre chose. La nationalité, c'est la citoyenneté. Et nous avons inversé les choses. C'est pas la citoyenneté qui crée l'identité, c'est le sentiment d'identité qui aboutit à la citoyenneté. C'est pour ça que la notion du droit du sol, c'est une idéologie, c'est une fiction. Personne n'est jamais devenu français par le droit du sol. On devient français par l'acculturation. Et à mon avis, la notion d'acculturation est beaucoup plus forte, beaucoup plus pertinente que la notion d'assimilation. Alors vous allez aussi sur la question israélienne. Paul-François Paoli, vous dénoncez à ce titre les intellectuels qui dénoncent le nationalisme quand ils sont en Israël et qui le combattent, qui le dénoncent quand ils sont en France. Comment vous expliquez ce double jeu? Alors c'est une sorte de chiasme qui est totalement aberrant, c'est-à-dire on a des gens qui considèrent qui sont baréciens en Israël, qui considèrent qu'un juif américain qui n'a pas d'ascendant en Israël a le droit d'émigrer en Israël au nom du fait qu'il y a une patrie et une communauté juive ancestrale plurimillénaire dans ce pays. Et ce sont les mêmes qui récusent le droit des peuples autochtones à limiter l'immigration en Europe. Alors, je citerai personne parce que je déteste les polémiques personnelles, mais on peut comprendre à qui je pense en particulier. Je ne comprends pas que des gens ne voient pas la contradiction énorme. Si on considère que Israël est fondé sur le droit des Juifs à avoir une patrie plurimillénaire, comme le soutient Golda Meir dans son livre Ma vie. Elle ne dit pas du tout que c'est la Shoah qui a la légitimité de l'existence d'Israël, elle dit c'est l'existence d'un foyer juif originel qui légitime le droit des Juifs du monde entier, qui leur donne le droit de venir en Israël. Comment nous, autochtones, français, russes, italiens, allemands, n'aurions-nous pas le droit, sur des pays qui s'appellent l'Allemagne, la France, la Russie, et parmi ces droits, de limiter des afflux migratoires? Comment des gens qui sont contre le droit au retour des Palestiniens sont pour le droit des Africains, le droit illimité de l'immigration africaine en France? Comment ne voient-ils pas la contradiction? C'est une contradiction totale. C'est une contradiction totale. Les gens qui se revendiquent de cette identité juive sont-ils au fond universalistes ou alors, pas? Alors, vous avez des juifs qui sont totalement universalistes, mais ils vont au bout de leur universalisme. Ils récusent l'existence de l'État sioniste. C'est le cas de George Steiner, par exemple, qui est un très grand philosophe que j'ai rencontré en Angleterre il y a quelques années, un très grand penseur, qui lui n'est absolument pas sioniste et qui considère que le génie juif ne doit pas s'incarner dans un État. Et vous avez toujours eu des juifs... Ou l'universitaire Shlomo Sand. Oui, voilà, alors Shlomo Sand est d'extrême gauche, mais bon... Il a le droit. Il a le droit. On a tous les droits sur un plan intellectuel. Mais bon, Shlomo Sand, lui, il considère qu'il n'y a jamais eu de peuple juif. Bon, mais moi, je ne me mêle pas de ce débat-là. Je suis pas juif et c'est pas à moi de dire qu'est-ce que c'est qu'être juif. Je constate qu'il y a beaucoup de sensibilités dans le monde juif qui s'opposent et qui se contredisent. Mais il y a une question de logique et de cohérence. Un peuple a des droits sur une terre en fonction de son caractère autochtone. Tous les peuples autochtones ont des droits sur une terre. C'est le cas des Arméniens, c'est le cas des Kurdes, c'est le cas de tous les peuples du monde, c'est le cas des Juifs, c'est le cas des Palestiniens. Et c'est le cas aussi des Français. Sauf que nous, Français, nous ne sommes pas considérés comme un peuple autochtone parce que nous n'avons pas... quand vous dites que les Français n'ont pas connu l'immigration, que la France n'a pas connu d'immigration de masse avant la fin du 19e siècle, on vous considère comme un émule du maréchal Pétain. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Tous les historiens du 19e et du 20e siècle montrent que l'immigration économique commence en France au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire au moment de la révolution industrielle. La France n'était absolument pas un pays d'immigration avant la révolution industrielle. Et ce qui s'est passé entre 1850 et 1950, pendant un siècle, c'est qu'il y a eu des vagues migratoires d'Européens, Italiens, Polonais, Espagnols, Portugais, qui se sont parfaitement assimilés à la population française. Et depuis 30-40 ans, ce processus d'assimilation est en panne.
Alors, terminons avec cette question. Peut-être vous dites ceci, Paul-François Paoli, l'Occident postmoderne n'admet plus de définition objective de la vice et du vertu, du licite et de l'illicite. Comment remettons l'Église au milieu du village? Non, ce qui se passe, c'est que ce qu'on ne comprend pas, on ne comprend pas la dynamique de l'islam. La dynamique de l'islam, c'est pas seulement la haine d'Israël, c'est pas seulement du négatif. La dynamique de l'islam, c'est aussi du positif. C'est-à-dire que quand on voit une jeunesse qui est paumée, quand on vient de voir le drame, la tragédie qui vient d'éclater avec cette petite fille juive qui a été violée par des gamins de 12-13 ans, on peut pas dire qu'il n'y a pas de procès de décivilisation dans ce pays. Qu'est-ce que ça veut dire, décivilisation? Ça veut dire qu'il n'y a plus de normes. Ça veut dire que les interdits s'écroulent. Ça veut dire que les gens ne font plus la distinction entre le bien et le mal, le normal et le pathologique. Or, la force de l'islam, c'est que c'est un corpus, une vision du monde relativement cohérente sur toutes ces questions de mœurs. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des pères, il y a des enfants, il y a des anciens, il y a des jeunes, et il y a des séparations entre les genres. Dans le monde d'aujourd'hui occidental, en particulier dans des grandes villes comme Paris, il y a un flottement au niveau des normes. Il y a un flottement au niveau des normes. Il y a un flottement au niveau des normes sexuelles, il y a un flottement au niveau des interdits. Et l'idéologie dominante de notre époque, c'est l'idéologie du consentement. Tout est possible du moment que l'on consent. Or, c'est pas possible. Aucune civilisation n'est fondée sur un tel minimum. Pour qu'une civilisation existe, il faut qu'il y ait des normes, il faut qu'il y ait des interdits, il faut qu'il y ait des principes qui ne sont pas négociables. Race, sexe, identité, la France en procès. Merci à vous, monsieur, et merci de nous avoir suivis. Merci.